Nous continuons toujours avec la partie 1 de l'activité 4, l'arc réflexe. Nous avions déjà vu dans la vidéo précédente le trajet de l'arc réflexe en détail. Et sachez que lorsque j'ai des flèches avec des termes reliés par ces flèches, je nomme ça le schéma fonctionnel de l'arc réflexe. Alors que lorsque je vous demande de schématiser l'arc réflexe, vous devez tracer ce dessin qui est là et je vous ai enseigné dans une autre vidéo comment le tracer et que mettre dans chaque étape pour chaque annotation. Vous pouvez voir la vidéo et vous devez l'apprendre par cœur. Alors ça, c'est un schéma fonctionnel de l'arc réflexe. Donc, pour récapituler les idées, le stimulus, c'est tout élément qui est capable de déclencher un message nerveux. Il peut être interne ou externe, mais pour cette année, on étudie seulement les stimulus externes provenant de l'environnement et bien sûr captés par un organe de sens. Dans un arc réflexe, toujours étudié cette année seulement, le récepteur, il est en général l'un des organes de sens, donc que je nomme récepteur sensoriel. L'effecteur, c'est en général le muscle si la réponse est un mouvement involontaire bien sûr, et si c'est une sécrétion, l'effecteur est une glande. Le centre nerveux, c'est la moelle épinière en général, et dans un réflexe ou une réaction involontaire, et ça peut être le bulbe rachidien par exemple dans le cas de la sécrétion salivaire. Comme définition pour un arc réflexe, un réflexe c'est une réponse involontaire, stéréotypée, c'est-à-dire elle se fait toujours de la même façon, elle ne change pas. Lorsque je touche à une surface chaude et je retire ma main, toujours je vais faire le mouvement de la même façon, ça ne va pas changer. Et c'est une réponse très très rapide à un stimulus. Ça prend des fractions de secondes pour être achevé. Revenons donc au schéma de l'arc réflexe. Ce n'est pas là le schéma fonctionnel, c'est le schéma dessiné si vous voulez. Donc je commence toujours par un stimulus. Dans ce cas, c'est une punaise. Donc en général, c'est un élément de l'environnement capable de déclencher, de commencer un message nerveux. 2, c'est toujours un récepteur sensoriel. Donc le récepteur réagit à un stimulus en produisant un message nerveux. Donc c'est là que le message est créé pour qu'il circule à travers le neurone sensitif. Donc voilà, il passe à travers le nerf, il arrive à la racine ventrale. Le neurone sensitif, c'est l'axone en fait qui va transmettre l'influx nerveux du récepteur jusqu'au centre intégrateur. Donc le centre d'intégration, vous pouvez le nommer simplement centre nerveux. Au niveau de ce centre, comme vous le remarquez, vous aviez un troisième neurone au niveau de la substance grise. Ce neurone, il a pour rôle d'associer. C'est un neurone d'association que je nomme aussi interneurone. Il vient juste entre le neurone sensitif et le neurone moteur. Son rôle, c'est juste de transmettre le message du neurone sensitif vers le neurone moteur. Bien sûr, c'est un neurone non myélinisé parce qu'il est entièrement présent dans la substance grise. Alors, le message est compris là au niveau de la moelle épinière, il est bien analysé et puis il continue son trajet à travers le neurone moteur. Pour arriver à l'effecteur, à l'organe effecteur, qui est soit le muscle, soit la glande, qui vont obéir à la commande motrice, à la commande donnée par le centre nerveux. Et pour arriver enfin à la réponse, la main sera retirée. Je vais ajouter 2 petites notions là. D'abord, le neurone sensitif, il suit une voie afférente que je nomme aussi voie centripète. Et je peux de même nommer la racine ou bien le neurone afférent, neurone centripète. Et j'explique. Afférent, c'est-à-dire ce qui arrive. Donc le message arrive au centre nerveux. Il arrive d'où? Bien sûr des récepteurs sensoriels. Et de même pour le terme centripète, c'est-à-dire qui arrive au centre nerveux. Comment les retenir? Le message arrive, ça commence par A. Voix afférente, ça commence par A aussi. Donc le message qui arrive au centre nerveux, il suit la voie afférente et voie avec E, c'est-à-dire chemin.
Centripète, comment retenir? Centre, donc ça arrive au centre nerveux, centri. Et pète, c'est entre nous, c'est une façon de retenir, ce n'est pas vraiment scientifique. Mais pet en anglais signifie animal domestique. L'animal domestique s'approche vers vous. Il ne fuit pas, il s'approche. Donc tout message qui s'approche, qui arrive au centre nerveux, est nommé message centripète. Donc vous pouvez dire voix afférente centripète, message afférent centripète, neurone afférent centripète. Toutes les nominations sont possibles. Et pour le neurone moteur, la voie empruntée par ce neurone, elle est nommée la voie efférente centrifuge. Donc cette fois, à la place du A, je mettrai un E. Donc c'est le message qui émerge du centre nerveux, qui s'éloigne. Ça commence toujours par E. C'est le message efférent ou bien voix efférente. Attention entre féminin et masculin pour message ou bien voix. Et c'est un message centrifuge ou bien voix centrifuge. Donc ça fuit le centre. Quand vous remarquez les flèches, le sens de propagation, le message s'éloigne, il fuit le centre nerveux pour arriver jusqu'au muscle. Alors ces termes sont à très bien retenir. Alors comme synthèse, les éléments de l'arc réflexe sont les suivants. Le stimulus, pour les cas étudiés cette année, le stimulus est toujours externe. Le récepteur sensoriel qui est l'un des organes de sens. La voie afférente centripète, c'est le neurone sensitif qui passe par la racine dorsale ou postérieure. Le centre nerveux, c'est en général la moelle épinière dans la majorité des cas, sauf pour le cas de la salivation, c'est le bulbe rachidien. La voie efférente centrifuge, c'est le neurone moteur passant par la racine ventrale ou antérieure. L'effecteur, c'est en général le muscle si la réponse est un mouvement involontaire, ou l'effecteur peut être une glande si la réponse est une sécrétion. Et enfin, la réponse, c'est soit une contraction musculaire, soit une sécrétion glandulaire. Bien. Maintenant, si je vous demande, par exemple, parfois, lorsque je touche à quelque chose de très chaud, ou bien lorsque j'entends un saut qui fait peur, qui me fait sursauter, c'est tout mon corps qui réagit. C'est pas par exemple seulement ma main qui est retirée, c'est mes deux mains avec mes pieds, c'est tout mon corps qui va sauter de sa place. À votre avis, en se basant sur l'arc réflexe, comment ce message s'est-il propagé pour faire sursauter tout mon corps et non pas seulement une partie ou bien un membre de mon corps? Alors, ce schéma-là vous indique comment ça se passe. Ce n'est pas à étudier, c'est juste pour votre culture. Parfois, le stimulus est très très fort, l'intensité de ce stimulus est très très fort, de façon à ce que le message se propage dans tout le corps. Il ne suit pas un seul trajet d'un seul arc réflexe. Comme vous le remarquez là, la punaise est à ce niveau. Le message va entrer dans le neurone sensitif, arriver à la moelle épinière. Il va tourner dans la moelle épinière pour arriver au neurone moteur, mais non seulement il va tourner, il va se propager au côté droit, si c'est ça le côté gauche, ou bien si c'est ça le côté droit, disons. Le côté gauche est là. Alors le message à travers les interneurones ou bien les neurones d'association à l'intérieur de la substance grise, ça va passer d'un côté à l'autre. Il va, comme vous le remarquez, continuer vers directement le neurone moteur et aller au muscle qui va se contracter et donc je vais retirer la deuxième main. Le message va aussi se propager du haut en bas. Donc, il se propage à travers toujours le neurone d'association, vers le neurone moteur, les deux neurones moteurs, les voilà, allant aux muscles des pieds cette fois. Alors, les deux muscles se contractent et mes pieds aussi vont être retirés. Passons maintenant à un exercice, donc le même document que vous avez déjà vu pour la maladie de SIPA, on va le faire très rapidement juste pour s'entraîner au verbe d'action. Alors la stimulation de la peau de la main de l'individu non malade mène à la contraction du muscle du bras. Mais la même stimulation chez l'individu atteint ne provoque aucune contraction. Si je vous demande de comparer les résultats de ces expériences ou bien d'analyser les résultats de ces expériences, comment vous allez répondre?
Rappelez-vous, pour une expérience qualitative, la comparaison, elle est en même temps l'analyse. À chaque fois que je vais répondre à n'importe quelle question, à n'importe quel document, je dois relever du document les variables et les résultats. Donc réfléchissez, qu'est-ce qui a varié entre la peau de l'individu non malade et celle de l'individu atteint de la maladie de SIPO. Et par la suite, lisez bien cette phrase qui est là, tirez le résultat et mettez-les dans une seule phrase. Donc, à vous de le faire. J'attends vos réponses.